Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous, votre rendez-vous culturel du week-end. On va accueillir Marc Danval dans cette émission. Marc Danval, homme de radio, de théâtre, amoureux de la musique, amoureux des arts d'une manière générale, plus de 60 ans de carrière et une tonne d'anecdotes à nous raconter. On ira ensuite à l'Atomium pour vous parler d'un concert en hommage à Toots Thielemans et d'une série de concerts jazz qui se tiendront désormais sur le site de l'Atomium. Et puis, rayon nostalgie toujours, Zorro sera avec nous. En fin d'émission, nous accueillerons l'artiste Céline Laurie dans le micro ouvert. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Marc Danval. Bonjour mon cher ami, comment ça va? Moi ça va très bien et vous? Mais ça va bien aussi. Ouais. Entrer dans un studio de télévision ou de radio, ça vous fait encore quelque chose ou... Ah, ça me fait toujours quelque chose parce que je suis content d'y être, oui. Ouais. Ça a été une grande partie de votre vie, les médias? Oui, ça fait quand même 60 ans de ma vie, oui. 60 ans de radio, hein? 60 ans de radio exactement, oui. Ouais. Radio Et un peu de TV, mais j'en ai fait beaucoup moins. Ouais. Radio Luxembourg pour commencer, et aujourd'hui la RTBF, notamment la Troisième Oreille, et aussi des chroniques dans C'est presque sérieux avec Walid. Tout à fait. Ouais. Quel est l'exercice que vous préférez? C'est presque sérieux ou la Troisième Oreille? Ah, mais je préfère la Troisième Oreille parce que là, c'est moi qui ai créé ça et c'est mon bébé. Mais j'aime beaucoup travailler avec Walid, qui est un... Mais on travaille moins souvent parce que je dois consacrer du temps à toutes les chroniques qu'on me demande. Et j'écris quand même un bouquin tous les 2 ans. Et voilà, ça me demande beaucoup de temps. Ouais. Un bouquin tous les 2 ans, ça c'est le rythme auquel vous vous astreignez ou ça vient naturellement? Ça vient naturellement. C'est un rythme que j'ai depuis des années. Et bon, je ne vais pas me forcer pour y arriver, quoi. Ouais. Vous êtes forcé à écrire lequel de vos bouquins? À présent? Ou d'une manière générale? Est-ce qu'il y en a un qui a été plus difficile à accoucher que d'autres? Non, il y en a. Mon tout premier était Le règne de Sacha Guitry, puis j'ai enchaîné avec des biographies de Robert Goffin, de Toots Thielemans. J'ai écrit l'histoire du jazz en Belgique, des recueils de poèmes. Et puis maintenant, je suis en train d'essayer de débusquer, parce que c'est ça, les séjours de Arthur Rimbaud en Belgique, dont on a finalement peu parlé. Donc ça veut dire qu'il y a une recherche quasi d'historien avant de pouvoir écrire. Bon, ça va relativement vite, mais les recherches, c'est quelque chose. Surtout avec Rimbaud, qui échappe constamment. Ouais. La poésie, c'est une partie importante de votre vie. Très. Vous avez écrit, vous, aussi, des poèmes? Oui, j'ai écrit, pas beaucoup, j'ai écrit 2 recueils. Et si on doit retenir quelque chose du personnage Marc Danval, c'est quoi que vous seriez le plus heureux qu'on retienne? Le poète, l'homme de radio, l'amoureux de jazz, l'acteur, le critique gastronomique, le chargé de relations publiques? Ça forme un ensemble. Alors, qu'on dise que je suis un touche-à-tout, quoi, avec une prépondérance littérature et radio. Ça, c'est sûr. Ouais. On va parler un peu de la Troisième Oreille. Oui. Hein, c'est un programme qui passe donc le week-end sur les ondes de la première, à la RTBF. Vous diriez quoi? C'est 50% musical, 50% jazz et 100% souvenirs? Il y a un peu de ça, oui. C'est-à-dire que j'essaye de faire un cocktail de musique instrumentale, de bonnes chansons françaises, de chansons anglo-saxonnes et de jazz, évidemment. Ouais. C'est quoi la différence entre le musical et le jazz? Quelle est la définition que vous pouvez nous donner de l'un et l'autre? Mais le jazz continue allègrement sur sa lancée. C'est une musique qui ne mourra pas, tandis que le musical est mort il y a des années. Il n'y a plus aucun musical dans le monde, ou alors il reste quelques cabarets qui font du bon boulot, mais c'est fini les spectacles où il y avait des numéros visuels, un chanteur, puis de nouveau un trapéziste, et puis un illusionniste, et puis une chanteuse de charme.
tout ça n'existe plus. Ouais. Donc il n'y a plus de music hall. J'aimerais qu'on parle de votre voix, Marc Danval. Oui, Elle est particulière. il paraît. Alors ça c'est une chose, tout le monde me dit ça, ça me fait évidemment plaisir, mais moi je ne m'en rends pas compte. Ça a été un atout. Sans doute, oui, il paraît que oui. Quand vous avez commencé la radio, on est dans les fins des années 60 et puis les années 70, on est en pleine période yéyé. Ça vous a inspiré, vous en avez passé parfois des morceaux yéyé dans vos programmations. Ah mais j'étais bien obligé, à ce moment-là j'étais à Radio Luxembourg et c'était la grande folie de Sheila, Claude François, Johnny, tout ça. Donc j'étais condamné à les passer, mais ça ne m'amusait pas du tout. Ouais. Aujourd'hui, ce que vous faites, ça vous amuse plus. Pardon? Ce que vous faites aujourd'hui vous amuse plus. Ah oui, ça m'amuse beaucoup plus, oui, Ouais. oui. Ouais. On va parler d'un livre, Marc Danval, parce que c'est un livre qui vous est consacré. Ça s'appelle Marc Danval, l'épicurieux. C'est aux éditions Jourdain. C'est Michael Albas qui est l'auteur de ce livre. Vous avez accepté facilement quand on vous a dit, tiens, on va faire votre biographie. Mais oui, parce que c'est un livre qui est né à la RTB, dans la mesure où un jour, très sérieusement d'ailleurs, sans plaisanter, Walid a dit à Michael Albas, tiens, il faudrait que tu fasses un bouquin sur Danval. Et après, l'idée a germé, Michael m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que tu serais d'accord que je fasse un bouquin sur toi? Je lui ai dit, écoute, ça ne se refuse pas. Oui, d'accord, allons-y. Et c'est comme ça que c'est parti. Et vous êtes content du résultat? Je suis très content du résultat parce qu'il a travaillé là-dessus pendant quand même 2 ans, dans la mesure où on a eu une longue interruption à cause du Covid, on ne se voyait plus, on ne voyait d'ailleurs plus personne, hélas. Et il a absolument tout compris. Moi, je lui ai raconté certaines choses et bon, il y a des gens qui leur racontent des choses et puis ils écrivent le contraire. Lui, il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Ouais. Donc il vous a vu, il y a des longs entretiens avec vous, il a Oui. vu une série de vos proches aussi, parce qu'il y a des témoignages Oui, il a été voir de proches. des femmes qui ont vécu avec moi, des grands amis, des gens que j'admire, des choses comme ça, oui, oui, oui. Est-ce qu'ils ont tous dit des choses agréables sur vous? Oui, bon, il y a bien quelqu'un qui a pu dire que j'étais un emmerdeur ou que j'avais un caractère de cochon, mais tout ça n'est pas grave. Est-ce que c'est vrai? Quelque part, ça peut être parfois vrai, oui. Pas en permanence, hein. Mais bon, je ne suis pas un saint non plus. Ouais. Avoir sa biographie, est-ce qu'on est flatté ou est-ce qu'on commence à s'inquiéter en se disant « Oula, j'approche de la fin ». Oui, oui, quand on écrit votre biographie, vous n'allez plus vivre pendant 20 ans, ça on le sait. Mais même si on ne l'écrivait pas, je le sais pertinemment. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ça, non, ça ne me flatte pas parce que j'aime pas le mot flatter, mais ça me fait plaisir, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire dans les dernières années qui vous restent, Marc Danval? Ça va être la radio jusqu'au bout? Oui, j'espère, à moins que je sois gravement malade, mais j'ai toujours dit que je prendrais ma retraite au cimetière. On apprend dans le livre que vous fréquentez les cimetières. Oui, c'est vrai, mais je vais à la recherche de tombes, de gens intéressants, de grands hommes généralement, et le plus souvent d'écrivains et de poètes. Ça, oui, que je photographie, et puis voilà. Et on apprend dans le livre que votre tombe est quasiment déjà prête aussi. Tout à fait, comme ça c'est fait. Vous ne vouliez pas laisser aux autres le soin de le faire? Mais non, parce que j'aurais peut-être pas eu ce que je voulais. Tandis que si je l'ai fait de mon vivant, j'ai ce que je veux, avec le lettrage, avec un truc simple et pas comme on voulait me faire, un truc immense qui aurait été ridicule. Qu'est-ce qui aura marqué sur votre tombe, Marc Danval? Il y aura marqué Marc Danval, 1937, et puis, excusez-moi, je ne connais pas l'autre année, celle où je meurs, voilà. Rien d'autre? Non. On ne va pas marquer poète, Non, homme non. de radio, amateur de jazz?
acteur, tout ça Non, on mettra ça dans mon faire-part, mais pas sur le tombeau. Ouais. On va repartir du début, si vous voulez bien, Marc Danval. Oui, Vous oui, êtes le fils d'une famille de musiciens, tout à fait. avec notamment un grand-père concertiste, pianiste. Votre papa aussi était pianiste. Ah, José Sévenant, c'était le grand homme de la famille. C'était un homme tout à fait extraordinaire et qui a formé mon père, qui s'est retrouvé également au conservatoire comme professeur et qui a été, surtout dans sa jeunesse, un important concertiste. Puis il a un peu abandonné tout ça. Ouais. Mais mon grand-père a toujours continué jusqu'à la fin. Donc vous avez baigné dans la musique, baigné dans le piano. Et on, Je suis né entre deux pianos, oui, ouais. oui. Et on apprend dans le livre que c'est sans doute un de vos grands regrets, c'est que vous auriez aimé être dans cette lignée de concertistes. Et puis finalement, oui, ça c'est n'a pas vrai. été possible. C'est vrai, et je ne le suis pas devenu. Et ça me reste encore aujourd'hui le seul grand regret de ma vie, de ne pas avoir fait ça. Quoique je n'ai pas à me plaindre de ma vie, au contraire. Mais je regrette de ne pas avoir été pianiste. Et un bon pianiste. Mais un bon pianiste. Et vous auriez joué du classique ou vous auriez joué autre chose? Je crois que j'aurais surtout fait du jazz parce que j'ai eu à 9 ans le choc du jazz et je suis tombé amoureux de cette musique. J'ai commencé à essayer de la connaître parce qu'au départ on n'y connaît rien. J'ai essayé de la connaître et puis j'ai commencé à la connaître bien, à m'y intéresser, à très jeune faire des chroniques de concerts et de disques et de jazz en général. Et puis j'ai écrit quand même à cet égard des milliers d'articles et une histoire du jazz en Belgique et un dictionnaire du jazz aussi. Bon. Ouais. Donc c'est une très grande passion Ouais. Et qui continue. Et vous avez côtoyé les plus grands. On écrit dans ce livre que vous avez été ami de Chet Baker, c'est vrai? Ah oui, Chet était un très grand ami. On s'était rencontrés à Liège après un concert, puis on a bavardé, puis on s'est vu très souvent. Et c'est vrai qu'on était très liés et on aimait se voir, blaguer, manger ensemble. Et il se moquait toujours de moi parce que j'avais bon appétit, lui il mangeait rien. Mais enfin bon, c'est pas grave. Ouais. Le jazz aujourd'hui, il vous inspire aussi Oui, bien entendu. J'ai suivi le jazz depuis les balbutiements jusqu'à aujourd'hui, où tous les musiciens, contrairement à jadis, font le conservatoire, ont une formation extraordinaire, et je suis époustouflé par le talent des très jeunes. Et quand je dis très jeunes, c'est 14, 15, 16 ans, et un peu plus évidemment. Mais ils sont doués d'une façon extraordinaire. Ils ont une technique qui travaille très fort. Ils ont des idées. Ils ont du swing, ce qui est indispensable. Ils connaissent l'harmonie et tout ça est important. Et parfois, ils pratiquent les deux idiomes, c'est-à-dire le classique et le jazz. Ça se fait de plus en plus. Ouais. On va y revenir dans quelques minutes, hein, si vous voulez bien, oui. à votre amour de la musique et à ce que peut vous faire ressentir la musique. Je voudrais aussi dire que dans ce livre, on parle de toute votre vie, de toutes vos vies, au pluriel, puisque vous avez été attaché de presse, chargé de relations publiques, comme on disait à l'époque. Oui. Vous avez été homme de radio, on l'a dit. Vous avez commencé par le théâtre, vous avez été comédien, vous avez joué notamment au Théâtre Royal du Parc à l'époque. Oui. Vous avez eu 1000 vies, critiques gastronomiques, etc., etc. Et on parle aussi de votre vie amoureuse dans ce livre. Oui. C'était nécessaire? Oui, parce que les femmes ont joué un rôle très important dans ma vie et j'ai toujours été un adorateur des femmes. Ça, c'est sûr, c'est que je n'ai jamais pu me passer une heure d'une femme. Je trouve que ce sont des êtres extraordinaires et je préfère leur compagnie à celle des hommes. Ouais. Vous avez beaucoup d'amis femmes, vous avez eu donc beaucoup de relations femmes aussi. C'est pas très MeToo, si je peux me permettre, Marc Danval, d'expliquer qu'on a eu beaucoup de relations. Non, ça n'a rien à voir avec ça.
MeToo, c'est la violence, c'est le viol, c'est l'abomination. Vous étiez un séducteur. Oui, mais amoureux, je n'ai jamais forcé personne, ce qui est odieux. Ouais. Donc, non, j'ai rien à voir avec tout ça. Je voudrais que vous preniez le livre qui est à votre gauche. Oui, Vous allez le reconnaître, c'est le vôtre, c'est assez facile. oui. Non, Vous c'est celui de Michael Albas. C'est celui de Michael Albas, vous avez raison. Oui. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir à la page 291? J'ai mis un petit marque-page. Attendez, 291, c'est vers la fin, il y a un petit marque-page, ça va s'ouvrir tout seul, je pense. C'est presque à la fin. 200... 291, tout à la fin. Il y a un petit signet. Ah ben oui, je vois. Voilà. Et j'ai surligné un petit paragraphe. Oui. Je voudrais que vous nous le lisiez. Oui, attendez, je vais mettre alors mes lunettes de lecture, parce que j'ai sur le nez mes lunettes de conduite de voiture, ce qui n'est peut-être pas l'instrument souhaité, mais je vais extraire mes lunettes de lecture, voilà, Voilà. qui est fait. On n'a Et- pas répété, hein. Ça c'est la preuve que c'est Oui, oui, spontané. oui, tout à fait. Qui est Marc Danval? Un homme pétri de doutes qui les chasse grâce à ses déguisements. Toute sa vie durant, il a multiplié les casquettes, noyé ses fêlures dans le travail. Est-ce pour autant un homme triste? Bien au contraire, il a fait de sa vie une fête. Est-ce qu'il vous a bien cerné, Michael Elbaz? Tout à fait. Tout ça est tout à fait juste. C'est un bon résumé de votre personnalité, ce passage? Je crois que c'est... Oui, oui, oui. Oui, il n'y a pas d'erreur. Bah, donc c'est une belle vie. Oui, c'est une belle vie, oui, oui, oui. Je ne peux pas me plaindre. J'ai eu des coups durs comme tout le monde, mais bon, je ne peux pas me plaindre de ma vie. Ce serait même à la limite indécent. Alors vous allez prendre l'objet suivant, sur la banquette, en dessous de votre livre. Il y a un autre objet. Oui. Pouvez nous le décrire, lire ce que vous voyez? Alors, c'est un CD de Thomas Champagne qui s'appelle Tide. Ouais. Vous connaissez Thomas Champagne? Je connais Thomas Champagne qui est un très bon saxophoniste Eh et ben. je n'ai pas, je râlais parce que je n'ai pas, par exemple ce CD je ne l'ai jamais reçu. Eh ben, on va essayer de le corriger. Voici Thomas Champagne. Ah très bien. Bonjour Thomas. Bonjour Marc. Thomas Champagne. Donc, je ne vais pas vous demander de vous présenter puisque Marc Danval vous connaît déjà et que nous Ah bah aussi on oui. vous connaît déjà. Qu'est-ce que vous diriez de Marc Danval? Quelle est l'image que vous avez de lui? Ben, moi, j'ai l'image d'un jeune musicien qui écoute Marc à la radio ou, par exemple, du livre Le Dictionnaire du Jazz. J'avais lu ça aussi. Et puis, on s'est rencontrés quand j'avais vers les 20, 25, j'imagine, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est l'image de quelqu'un qui adore le jazz, d'une voix aussi de radio, et de quelqu'un qui est aussi gentil et très agréable avec qui parler, qui a une somme de connaissanses, mais qui est complètement abordable. Quand j'étais jeune, c'est important parce qu'on rencontre parfois des gens Ah oui, 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 et qui- on n'ose oui. pas leur parler, et avec Oui, il y a avec des- toi, il y a c'était des naturel. gens comme ça qui se prennent pour des stars. Je Voilà. crois qu'ils ont tort. Et puis qui disent, oui, je vais voir si je peux vous voir, mais je suis très occupé, mon vieux. Ridicule. Voilà. Et Marc, je pense que tu es une des premières personnes qui a fait une chronique de mon premier disque. Ah, c'est possible, oui. Mais tu sais, des chroniques, j'en ai faites. Alors m'en doute. bon, mais c'est sûrement vrai. Oui. Ouais. Voilà. Alors, on va parler d'un musicien que vous connaissez évidemment tous les deux, maintenant. C'est Toots Thielemans. Si on a invité Thomas Champagne, c'est parce qu'il va avoir une nouvelle casquette désormais. Il va être le curateur de concerts qui auront lieu à l'Atomium. Le premier de ces concerts, vous pouvez nous en parler, Thomas, ce sera sur Toots Thielemans. Ah oui, donc l'idée des concerts de l'Atomium, je fais une petite explication d'abord sur ça, c'est que donc j'ai rencontré Julie Almo Gonzalez, qui est la directrice de l'Atomium, Oui. et elle avait envie de faire pas mal d'activités culturelles et de dynamiser
l'espace, et entre autres par la culture, les expos, et entre autres avec des cycles jazz. Et donc, il va y avoir un concert par mois, et puis les aléas des calendriers font qu'en septembre, en été, il n'y a pas. Mais donc, il y a un premier concert en juin. Et puis, en octobre et en novembre, donc je fais le 8 octobre et le 12 novembre, je pense, de mémoire. Et alors, le premier, c'est effectivement, on s'est dit, on va profiter du lieu qui est assez incroyable, et du fait que c'est l'anniversaire des 100 ans de Toots, Oui. de la naissance de Toots, qui aurait eu 100 ans. Et donc, on a mis les deux ensemble. Et donc, c'est le 11 juin. Et j'ai demandé à Bruno Castellucci de réunir un groupe. Comme Bruno a joué 40 ans avec Toots. Oui, oui, et qui est une... Tous l'adoraient comme, Voilà. comme batteur Ouais. et comme personnage, parce que c'est un personnage solarien, je dirais, Bruno Castellucci. Absolument. Ouais. Marc Danval, vous avez écrit une biographie de Toots Thielemans. Oui, Ouais. Il l'a Oui. pas forcément aimé au début, puis ça s'est mieux passé à la fin. ça s'est bien passé à la fin parce que c'était pour des questions financières qui, moi, ne m'ont jamais beaucoup préoccupé. Et alors, il avait un impresario qui terrorisait tout le monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens, notamment du côté flamand, qui voulaient écrire sur Toots et qui n'osaient pas, de peur d'être massacrés par les avocats. Oups. Moi, je m'en moquais éperdument. Je me dis, bon, j'ai envie de faire ça, je vais le faire. On peut quand même pas me mettre en prison parce que j'écris un livre sur Toots. Alors, l'impresario m'a menacé, etc. Et bon, moi, tout ça, ça m'a jamais beaucoup préoccupé. Donc, j'ai fini ce bouquin, je l'ai publié, et l'impresario m'a téléphoné en disant, et qu'est-ce que je vais toucher là-dessus? J'ai dit, rien, mon vieux. Et ça n'a pas plu, évidemment. Donc, on a été un peu brouillé pendant quelque temps. Et puis tout s'est rendu compte que j'avais fait beaucoup de choses, que j'avais fait une grande exposition place de Brouckère sur lui, qui lui avait beaucoup plu. Et puis, bon, il s'est dit, bon, il a fait ce qu'il fallait. Ouais. Et c'était en 2006, hein, cette biographie, et c'était aux éditions Racine. On a Oui, parlé de oui. Toots Thielemans, on a parlé de Bruno Castellucci. On a un petit cadeau, c'est Thomas Champagne qui nous a amené ça. On va les voir ensemble dans une vidéo. Mais j'ai un rêve, c'est de pouvoir jouer de l'harmonica et de la guitare en même temps. Pour l'harmonica diatonique, par exemple, il y a les petites bretelles, les joueurs de blues, c'est pas facile, mais c'est possible. Mais ici, il faut une main pour pousser sur ce machin-là qui donne les demi-tons. Et il faut deux mains pour la guitare. Alors, Bruno va être ma troisième main. Bruno Castellucci. Le troisième homme. Ça va me faire mon enfant? Oui, oui. On a un petit peu répété, mais quand même pas beaucoup, vous savez.
Voilà, on a pu reconnaître du Stevie Wonder là dans Thomas Champagne. Qu'est-ce qu'on vient de voir? En fait, je cherchais un peu pour l'Atomium quelques chouettes vidéos. Et en combinant toutes, c'est Bruno, je suis tombé là-dessus. Donc, j'ai un énorme respect pour Bruno Castellucci qui a joué avec plein de gens. Et donc, évidemment, c'est chouette de l'entendre jouer à la batterie parce qu'il est évidemment un très, très, très bon musicien. Mais je trouvais cette vidéo assez parlante parce que ça montrait, plus que son jeu de batterie, ça montrait l'amitié entre les deux. Et comme ils ont joué 40 ans ensemble et que c'est justement le concert, c'est l'idée, c'est de faire un hommage à toutes, je me disais que c'était beau de voir le côté humain entre les deux. Quoi. C'est un extraordinaire document, oui. Ouais. Vous connaissiez cette archive, Marc Danval, ou pas? Non, je ne l'avais jamais vu. Je disais à Thomas d'ailleurs, bravo d'avoir découvert ça parce que c'est vraiment de l'inédit. Voilà. Donc ce concert, tout stylement, c'est le 11 juin et ce sera avec Stéphane Mercier, Jean-François Prince, Christophe de Vicher et Bruno Castellucci qui joueront. Donc, et puis avant, il y aura une petite introduction des documents et on parlera donc de tout stylement. Et donc ça se passera à l'Atomium. À l'Atomium, donc où il y aura, ce sera à peu près tous les mois, c'est ça maintenant, Thomas Champagne? Oui, en fait, à l'été, on ne le fait pas. Donc il y a juin, septembre compliqué, décembre compliqué. Donc pour l'instant, c'est le 11 juin. Le 8 octobre, c'est l'âme des poètes avec Pierre Vaiana, Fabien de Gris et Jean-Louis Rassin-Fosse. Et le 12 novembre, c'est Bardefort et Victor d'Acosta qui viennent en quartet. Et puis décembre, avec les touristes, l'Atomium, c'est plus compliqué. Et en théorie, le cycle continue après, en 2023. Donc a priori, une dizaine de concerts par an. Voilà, une fois par mois en théorie. Dont vous serez le programmateur. On vous verra à l'Atomium, Marc Danval? Pardon? Est-ce qu'on vous verra à l'Atomium? Ben évidemment, je vais aller voir ça. Allez, vous allez aller voir ça. Pourquoi c'est en privé? Alors on va noter le rendez-vous. Puisque Thomas Champagne est là, et puisque vous nous avez dit tout à l'heure que le jazz contemporain, ça vous intéressait aussi, oui. On va vous faire écouter un extrait d'un des derniers concerts de Thomas Champagne, et puis vous nous dites après ce que vous en avez pensé. Voilà, c'était Adam O'Farrill pour le solo de trompette. C'était le groupe de Thomas Champagne. C'est un extrait d'une tournée pour le dernier album de Thomas qui s'appelle Tide, qui est déjà sorti il y a un peu plus d'un an. Mais voilà, voulez vous faire écouter ça. Votre réaction, Marc Danval? Mais vous savez, moi je ne suis pas critique de jazz. Je préfère dire que je suis un chroniqueur et un amoureux
Non pas qu'il donne son avis, parce que de quel droit je donnerais mon avis sur une musique que je ne sais pas jouer aussi bien qu'eux? C'est comme les critiques de théâtre qui sont des comédiens ratés. Eh bien oui, ça arrive. Ça arrive. Eh ben, mais ici, ce que je voudrais dire, c'est que je suis très épaté. Rien n'est laissé aux hasard. Il y a une grande cohésion. Il y a aussi chez chaque musicien, qui sont quand même très jeunes, une grande maturité. On voit qu'ils ont écouté, qu'ils ont travaillé, que bon, il n'y a rien à dire, quoi. On peut pas. Voilà. Thomas Champagne, ça va, le maître a l'air d'approuver. Parlez-nous d'Adam O'Farrill, c'est le trompettiste avec qui vous avez enregistré une partie de cet album et qui vous a accompagné dans la tournée. C'est un Américain, hein? Ouais, c'est un Américain et donc c'est un trompettiste new-yorkais que j'ai rencontré à New York et qui musicalement est incroyable et humainement aussi, pour moi c'est très important. Donc c'est un jeune trompettiste, on va dire, qui a 26, 27 et qui joue déjà avec beaucoup de gens. Donc par exemple, quand il avait 18 ans, il a enregistré déjà un album avec Ruud Reichmann-Tapa sur le label Act. Et il a ses propres projets et c'est un descendant d'une famille de musiciens, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure pendant qu'il y avait le morceau, qui est donc le petit-fils d'Arturo O'Farrill et qui est le fils d'Arturo O'Farrill et le petit-fils de Chico O'Farrill. Donc il y a une descendance, une lignée de musiciens et lui c'est un incroyable musicien mais qui est aussi humainement tout à fait... comment dire, il est généreux, il est content de venir jouer avec nous, il donne de sa musique, de sa personne et c'est un plaisir de jouer avec lui. Dans l'extrait qu'on a entendu, c'est un morceau assez enlevé, il y a beaucoup de tension, hein. On sent que c'est une musique très nerveuse. On doit quand même préciser que sur le reste de l'album, il y a aussi des morceaux qui sont beaucoup plus doux, beaucoup plus calmes. Vous aimez alterner, hein? Oui, j'aime bien ça. J'aime bien qu'il y ait plusieurs énergies dans un album, qui n'est pas une histoire où du début à la fin, on est dans le même mood. J'aime bien effectivement d'avoir différentes énergies, différents moments musicaux avec des énergies différentes, quoi. Ouais. Marc Danval, vous pouvez relier ce jazz-là au jazz que vous avez découvert et aimé il y a 50 ou 60 ans et à celui que vous programmez dans la troisième oreille? C'est la même musique ou pas? C'est la même musique, ce n'est pas le même style, évidemment. Mais oui, c'est exactement la continuité logique de la musique de jazz qui va encore évoluer au cours des ans. Et pour moi, le jazz est une musique qui ne mourra jamais. J'espère. Tout à fait d'accord. Je suis certain avec ça. C'est l'analogie qu'il peut y avoir avec la musique classique, qui sont quand même les deux grandes musiques qu'on peut écouter très heureusement en ce bas monde, dirons-nous. Alors vous allez prendre, il y a encore un objet sur la banquette, un petit feuillet à votre gauche. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui est écrit, ce que vous voyez? 4 guitares pour Zorro, comédie presque musicale de café. Ah non, de KPDP. Parce que j'ai pas mes lunettes de lecture. Voilà. Donc, quatre guitares pour Zorro. Il y a dans la distribution de cette pièce qu'on peut voir en ce moment au Riche Clair, un garçon qui s'appelle Bertranden. Connaissez-vous Bertranden? Malheureusement, non. Eh ben, ça va. Mais je vais le connaître, j'espère. Voilà. Ah, ben le voilà. Mais tout va bien. Je vais avoir l'air moins bête. Bertranden, est-ce que vous pouvez vous présenter à Marc Danval et à Thomas Champagne? Eh bien, je m'appelle Bertranden, je suis principalement comédien et également metteur en scène, auteur de théâtre et combattant scénique. Et tout ça, je le fais principalement dans la Vivre en Folle Compagnie, qui est une troupe de théâtre forain. On joue un peu partout, mais notamment sous notre chapiteau, qu'on balade de temps en temps dans différents lieux. Alors, en ce moment, c'est pas sous chapiteau, c'est donc au Théâtre des Riche Clair. C'est un spectacle sur Zorro. Comment est-ce qu'on décide tout d'un coup de s'intéresser à Zorro? Vous aviez été perturbé par la série Walt Disney quand vous étiez petit? La série Walt Disney a évidemment bercé mon enfance, très, très, très clairement, comme beaucoup de monde. C'est une question que je pose souvent, tiens, quel est votre Zorro de référence? Et la réponse qui revient très souvent, c'est celui avec le sergent Garcia, la version noir et blanc, tout ça. Mais donc, nous, en fait, on est plusieurs dans la troupe à être tombés amoureux de l'escrime artistique du KPDP au conservatoire, sous l'égide de Maître Jacques Capel.
Et on a créé une première pièce de KPDP qui s'appelait Rodomontade, qui était notre propre création. Mais à un moment, on s'est dit, tiens, quel héros de KPDP pourrait parler à beaucoup de générations? Ben, il y a Zorro qui a été créé en 1919 et qui depuis a au moins une adaptation filmique par décennie et des tonnes de romans, de bandes dessinées, d'adaptations de séries. Voilà. Ouais. Donc on voulait un héros qui parlait à tout le monde. Marc Danval, votre Zorro de référence. Ah, le Zorro de référence. Mais moi, j'ai vu un feuilleton Zorro à la télévision qui a duré pendant des années et qu'on a repris 20 ans plus tard. Oui, c'est celui-là. C'est le Walt celui-là. Disney. C'est le Oui, Walt oui, Disney. oui, oui. Ah ouais. Le type était très... C'était pas Robert Taylor qui C'est- l'a aussi joué, mais je ne sais plus qui c'était, mais enfin Guy c'était bien. Williams. Ah, voilà. Eh ben, c'était vachement bien. Ce Et qu'ils Thomas Champagne, Zorro de référence, le même. Le même, effectivement. Voilà, unanimité sur cette série-là. Je vous propose qu'on voit un extrait de cette pièce, parce qu'on a dit comédie presque musicale, et on va voir dans l'extrait pourquoi on a dit ça. Cuando el sol se levanta, es la hora, queridos amigos, brindar es la bienvenida. C'est l'heure où les premiers rayons de soleil viennent réchauffer les pavés qui sommeillent. Nos pieds frappent le sol Et nos voix se mêlent, chanter en chœur donne du cœur au réveil. un nouveau jour amène. Oh et oh, Surprise par centaines, oh et oh, des joies et puis des peines. oh et oh. Message qu'ici dans notre beau mercado, nous le bonheur on le bon kilo. Hey, Es la hora, es la hora. es la hora. Cuando el sol se levanta sobre nuestra historia. Cuando el sol se levanta sobre nuestra historia. Es la hora, queridos amigos, de darles la bienvenida. Bertrand Den, pourquoi presque comédie musicale? Parce que bon, on n'est pas à Broadway, on n'est pas dans les immensités et l'ambition des comédies musicales de Broadway ou de Londres et des choses comme ça. Mais on met toujours de la danse, du chant surtout, des chansons dans tous nos spectacles. Et donc à un moment, l'expression est venue, notamment de Barnabé de Keyser qui écrit toutes nos chansons et nos musiques. Et à un moment, on s'est mis à appeler ça comédie presque musicale pour nos pièces. Ouais. Marc Danval, ce que vous venez de voir, et d'une manière générale, les comédies musicales ou le théâtre chanté, ça vous parle? Ah, j'aime beaucoup ça parce que... Et en plus, je regrette qu'il n'y en ait pas beaucoup chez nous. Si on va à Londres, si on va à New York, on a tout ce qu'on veut. On va à Broadway et on voit des choses magnifiques. Et à Londres, ça n'arrête jamais. Et chez nous, c'est quand même assez sporadique. Donc on est un peu privé de comédie musicale telle que celle que nous propose Monsieur Zorro. Voilà. C'est pas moi, c'est pas Ouais. moi. Non, mais j'ai pas dit que Justement, c'était vous jouez plusieurs rôles, Bertrand Den. Qui êtes-vous dans ce spectacle? Alors, je joue effectivement plusieurs rôles. On joue tous plusieurs rôles parce que on a toute une ville, tout un pueblo à faire vivre et que Zorro, c'est pas seulement l'histoire d'un homme. Donc, je joue un aubergiste, je joue un soldat, comme la plupart, on a tous à un moment ou à un autre un rôle de soldat. Et alors, je joue aussi Don Vicente, qui est un des caballeros, donc un des nobles, qui vit à proximité de ce pueblo et voilà, qui doit se positionner par rapport à l'émergence de ce héros masqué. Ouais. Marc Danval, vous avez joué au théâtre, notamment au Théâtre Royal du Parc. Oui. Est-ce que vous avez déjà chanté sur scène? Oui, ça m'est arrivé. Mais enfin, ce n'était pas une récompense pour les spectateurs. Mais bon, comme je devais, je l'ai fait. Et c'était dans des comédies musicales, justement, Irma la Douce, que j'ai joué à Paris avec Colette Renard, et après à Bruxelles avec Viviane Chantel. Et j'ai joué le rôle d'un macro qui s'appelait Jojo les yeux sales. Tout un peu. Beau là. rôle s'il en fut. Ouais. Ça vous a transporté de faire ça ou c'était pas votre truc? Vous préfériez le Non, théâtre pas du tout, non c'est pas chanté? mon truc parce que je savais que je chantais pas bien, donc j'étais pas très... enfin, ça marchait pas mal, mais personnellement, je n'étais pas très à l'aise quand je devais chanter.
Ouais. Thomas Champagne, vous ne chantez pas non plus, vous, hein? Non, à part chez moi tout seul. Mais j'adore chanter, je chante beaucoup avec mes enfants aussi, mais jamais en public, quoi. Mais pourtant, le souffle de l'instrument, c'est déjà du chant. Ah ben, on dit souvent, j'ai reçu ça comme apprentissage et je transmets ça, qu'en fait il faut qu'on chante à l'intérieur et qu'une fois qu'on entend et qu'on chante, quand je joue, c'est parce que c'est chanté dans ma tête, effectivement. Mais c'est pas chanté dans le sens vocal. Ouais. Bertrand Den, on a dit KPDP, on va voir un autre extrait et on en reparle après. Gracias. Lâche. Restons courtois. Et affronte-moi à main nue si tu l'oses. S'il faut cela pour que vous compreniez la leçon, avec plaisir. Bertrand Den, qu'est-ce qu'on vient de voir? Eh bien, ça, c'est le premier vrai combat qu'on voit dans 4 guitares pour Zorro, qui est un affrontement entre Zorro et le gros sergent, qu'on connaît souvent sous le nom de sergent Garcia, parce que c'est de nouveau popularisé par la version de Disney. Mais ici, en fait, on a pris le sergent du roman d'origine, le sergent Gonzalez, qui est sensiblement moins sympathique que le sergent Garcia, qui dans la série est souvent plus un aide à Zorro que vraiment un obstacle. Tandis qu'ici, oui, le sergent Gonzalez est beaucoup plus inquiétant et moins sympathique, on va dire. Il est plus sombre. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la mise en scène, parce que ça, c'est, je pense, un petit peu votre partie dans le spectacle. On vient de voir un vrai combat. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas des armes factices, ça veut dire qu'on pourrait se blesser. Ça veut dire que c'est beaucoup de répétitions, c'est de la mise en place? Oui, oui, c'est énormément de répétitions et même de travail en amont. On s'entraîne régulièrement pour savoir manier ici le sabre. Après, armes réelles, c'est-à-dire elles ne coupent pas vraiment et elles sont émoussées à la pointe, mais voilà, si on tape avec, oui, si la parade n'est pas là, ça peut faire mal. Mais oui, ça demande beaucoup d'entraînement et notamment pour des combats comme dans Zorro où on a ici un affrontement 1 contre 1, mais avec des styles très différents, tout en puissance, qui s'amusent en combattant. Mais il y a d'autres moments où Zorro va affronter plusieurs adversaires ou parler en combattant. Et tout ça demande justement beaucoup de flexibilité de la part des comédiens et pas juste de savoir faire un combat, on va dire, classique, quoi. Ouais. Et à la différence du jazz, on ne peut pas improviser. Pas dans cette partie-là. On a d'autres parties du spectacle où on laisse vivre la chose, mais oui, je fais aussi de l'impro et le combat scénique est vraiment quasi aux antipodes de ça. Parce qu'on ne peut pas laisser de place à l'improvisation. La sécurité prime toujours, et donc, même sur l'histoire, mais donc l'improvisation est proscrite. Ouais. Combat d'épée, ça, Marc Danval, vous n'avez jamais fait, hein? Pardon? Combat d'épée, ça, vous n'avez jamais fait. Je ne me suis pas risqué à ce genre de choses, non. Ouais. J'étais dans des pièces où il y avait des combats d'épée, mais je me tenais prudemment à l'écart. Ouais. Pas de gilet pare-balles, parce que, mais enfin, quand même. Ouais. Quand on parle de Zorro, on a parlé de jazz, on a parlé de Toots Thielemans, on a parlé de Chet Baker. La nostalgie, c'est quelque chose d'important ou c'est quelque chose contre laquelle vous luttez, Marc Danval? Ah, je ne lutte pas du tout contre la nostalgie. Je suis très content de vivre dans cette époque qui n'est pas très rigolote d'ailleurs. Mais non, la nostalgie est une chose importante parce qu'elle permet de se souvenir de grands artistes que le public oublie allègrement et que dans mon émission, j'essaie de faire revivre parce qu'ils le méritent. Ouais. Bertrand Den, je parle de nostalgie. Vous diriez que c'est un spectacle qui joue sur la nostalgie? Ce 4 guitares pour Zorro, c'est pour ceux qui ont envie de revivre leurs émotions d'enfance ou c'est autre chose? Non, c'est clairement un spectacle qui fait appel aussi à la nostalgie. C'est une version actuelle et on s'est approprié le personnage, mais comme je disais, c'est un personnage qui a connu énormément de versions. Bande dessinée, dessin animé, et il y a même encore maintenant des films d'animation pour les enfants. Il y a eu encore récemment des films... Et Antonio Banderas, voilà, par exemple. Antonio Banderas, qui est le deuxième après Disney qu'on cite.
Mais il y a eu une version avec Douglas Fairbanks dans les années 20, Tyrone Power, Alain Delon aussi. Et justement, on a essayé dans le spectacle de distiller des références à toutes ces versions. À des moments où on est un peu plus dans un registre de cinéma muet, d'autres moments dans du théâtre d'ombre, pour vraiment faire appel et des réminiscences de plein de Zorro différents, allant même jusqu'à des versions manga beaucoup plus récentes, quoi. Alors, c'est au théâtre des Riches-Clairs, 4 guitares pour Zorro, donc de Bertrand Den et Barnabé Henry. Vous êtes combien sur scène ? On est 8 sur scène. 8 musiciens, guitaristes, acteurs sur scène. C'est à voir donc jusqu'au 25 mai au théâtre des Riches-Clairs. Thomas Champagne, quand je parle de nostalgie, est-ce que il y a des citations de musiciens dans vos disques ou dans vos concerts ? Ou est-ce que c'est inconscient ? Non, je pense que c'est aussi inconscient, parce que tout est un peu inconscient finalement. Mais c'est aussi conscient, c'est-à-dire que je pense que en jazz, en tout cas, on vient de quelque part et on va quelque part. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester... C'est assez similaire à ce que Marc disait tout à l'heure. Il ne faut pas rester bloqué dans le passé. Mais moi, je suis très heureux d'écouter les disques des années 30, des années 50, des années 70, des années 60. Et en même temps, d'avancer, de toujours créer. Je crois que c'est aussi particulier au jazz. On est toujours dans l'improvisation, on est toujours en train d'essayer de créer des nouvelles choses. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours novateur, on essaye. Mais oui, un héritage et une transmission et voilà, c'est un passage. Et un regard vers le futur. Voilà, exactement. L'héritage, ce sera en tout cas le 11 juin à l'Atomium avec le concert en hommage à Toots Thielemans. Et puis le futur, c'est votre groupe avec notamment cet album Tile. Il y en aura un autre bientôt, un nouvel album de Thomas Champagne ? Oui, Adam revient en septembre, on enregistre le suivant qui devrait sortir, je dirais, printemps 2023, toujours pour le label Igloo. Records, et donc voilà, tout ça est en perpétuelle construction. Et alors, Marc Danval, l'épicurieux, la voix de la RTBF qui se raconte, c'est Michael Albas qui est l'auteur, c'est aux éditions Jourdan. Ça, c'est le passé, et puis on va souhaiter à Marc Danval d'avoir encore un beau futur devant lui. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Marc Danval ? Mais je souhaite continuer ce que je fais jusqu'à la fin. Qu'il faut quand même voir avec le sourire, parce que à quoi ça sert de se lamenter pour une chose qui est inéluctable, et ce qui me console, c'est pour tout le monde. Voilà. Si on disait Danval, vous claquez un tel, vous êtes immortel, je serais vert de rage. Mais là, bon, ça se généralise quand même. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marc Danval, Thomas Champagne, Bertrand Den. On va se quitter avec un micro ouvert. On laisse 3 minutes à un artiste émergent. C'est une artiste singulière. Elle s'appelle Céline Laurie. Elle est à la fois photographe, chanteuse, musicienne, poète. Elle va nous proposer un titre qui s'appelle « Enfance illégitime ». Céline Laurie. L'attente
Céline Laurie pour le titre Enfance illégitime qu'on peut notamment télécharger sur Bandcamp. Céline Laurie, elle est une artiste hybride, à la fois chanteuse, musicienne, photographe. Elle a une exposition en ce moment à la Maison de la Francité. C'est jusqu'au 19 mai, le jour du finissage, le 19 mai. Il y aura également un concert là-bas. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été avec nous et à dimanche prochain.